Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et là, vous avez pu voir le cadre un petit peu particulier. Je suis en Belgique, on est au stade de Charleroi pour le second épisode d'un coach, un joueur, un arbitre. Je vais aller retrouver Maxime, qui est le coach adjoint de l'équipe féminine professionnelle. Il va nous en dire un peu plus sur le club. Il va aussi nous faire visiter l'infrastructure, le terrain et les vestiaires. Ensuite, on enchaînera sur les discussions avec Maxime et Perrine, qui elle est la capitaine de l'équipe. Maintenant, on va aller retrouver le coach adjoint qui va nous faire tout visiter. C'est parti. Je me retrouve avec Maxime sur le terrain et dans ce stade. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous en dire un peu plus? C'est le stade du pays de Charleroi, c'est le stade de notre ville. C'est un stade qui comporte plus de 16 000 places. Il faut savoir que, anecdotiquement, pendant l'Euro 2000, le stade on l'a gagné d'ailleurs, je précise. Je suis en Belgique donc je ne vais pas trop le dire, mais je précise quand même. Euro 2000 qui a été gagné par la France, donc l'Italie en finale, effectivement. C'est un stade qui a accueilli les phases de poule et qui a été agrandi à 30 000 places pour l'événement. Et en fait, toutes les tribunes ont été agrandies, sauf la principale qui est là. Et c'est ce qui fait donc la particularité du stade du Mambourg. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote, quelque chose que tu as vécu de fort ici, un souvenir qui t'a marqué? Oui, tout à fait. Ici, on a joué notre troisième match de championnat. On l'a joué, on a eu la chance d'être rediffusé à la télévision. Ok. Et donc ici, avec l'équipe féminine, on a pu jouer dans le stade du Mambourg devant quelques supporters. Bon, évidemment, pas le stade comble, mais on a pu jouer. On a fait une très belle prestation, donc c'est un bon souvenir, malgré un 0-0. On a eu une équipe costaud en face et c'était vraiment un excellent souvenir de pouvoir jouer et de fouler une pelouse comme celle-ci. On va aller visiter les coulisses du club avec les vestiaires. Tu vas aller me présenter tout ça. Ok. C'est le couloir ici? Allez, oui, c'est par là. On est parti. On est à l'intérieur du club. Les vestiaires se trouvent juste à côté. Je te propose de me suivre. Hein. Ah vas-y, c'est parti. Je ne connais pas ici. Allez. Donc là, on est sur les vestiaires de l'équipe première. Tout à fait. Qui évolue en D1 belge. Exactement. C'est le vestiaire que les pros chez nous, les hommes, utilisent. Donc c'est leur quotidien. Nous, on a juste, avec l'équipe féminine, on a eu la chance de pouvoir les utiliser une fois cette année contre le club de Bruges. Donc on a pu jouer des installations, mais au quotidien, c'est vraiment pour les hommes, c'est leur vestiaire à eux. Ouais. Parce que vous, du coup, c'est ce que tu me disais, vous êtes plutôt situé au centre de formation, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Nous, et vous jouez aussi au centre de formation? On joue au centre de formation, on s'entraîne au centre de formation. C'est plutôt que là-bas que vivent les filles, on va dire. Hein. Leur quotidien se trouve là-bas à Marcinelle et non pas dans le stade. Ok. Et voilà, c'est plutôt la partie cachée de l'iceberg, on va dire. Écoute, merci pour la visite. Avec plaisir. On va passer à la discussion, parce que je pense que je suis venu ici pour ça, pour qu'on échange un petit peu. Avec plaisir. Tu nous as réservé un endroit VIP, chauffé, ouais. Ça fait plaisir. Même si au Vince KFC on était bien accueillis, mais là c'est encore un cran. Donc merci Maxime. Donc on se retrouve tout de suite dès qu'on est installé. On est actuellement dans le salon du club. Je suis avec Maxime et Perrine. Je vous laisse vous présenter. Alors Perrine, joueuse au Sporting de Charleroi et capitaine de l'équipe. Maxime Renaud, je suis l'entraîneur adjoint de l'équipe première féminine. Qui veut commencer pour parler de son parcours? Comme vous voulez. Bon allez, j'y vais. Allez, vas-y. Tout d'abord, je faisais du baby basket. Ok. J'avais 4 ans et demi. Ouais, c'est pour les tout petits vraiment. Ouais, 4 ans et demi. Et chaque fois, il y avait le mini-foot après. J'étais toujours, oh maman, on peut regarder un peu, ouais. Jusqu'au jour où l'entraîneur m'a dit, viens essayer avec nous. Et puis je me suis pas arrêtée, j'ai fait 1 an de mini-foot. Puis je suis arrivée avec mon meilleur ami en terrain, où j'ai commencé dans un petit club de village. Du futsal, ouais. Au foot en herbe. Ouais, c'est ça, foot terrain. Et là, j'ai fait quasiment plus de 10 ans dans le même club, quasiment 10 ans dans le même club, au FC Ligny. Un petit club de village, comme en France vous avez. Et puis de là, j'ai commencé à faire les détections pour les provinces, donc détection provinciale. Donc c'est au niveau régional, c'est ça? Ouais. Je vais contextualiser un peu parce que c'est vrai que par rapport au système français, c'est un peu différent. Puis ensuite, vu que nous, on a les Flamands et les Wallons, ça a été, donc après provincial, c'était francophone. J'ai été dans les francophones, dans les meilleurs francophones. Puis, il y avait rassemblement national. Donc là, il y avait les Flamands, les Wallons et les germanophones. Et on était au départ une centaine. Puis ça c'est comment on dit,
C'est rétréci quoi. Ça s'est rétréci. Jusqu'au jour, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai été reprise dans l'équipe nationale pour un stage, c'était contre l'Angleterre. Ok, donc ça c'était encore chez les jeunes, c'est ça? Ouais, en U15. Ok. Mais moi j'avais 13 ans à ce moment-là, j'étais en U14. C'était une catégorie au-dessus de moi. Et j'étais encore dans mon petit club, je comprenais pas ce qui se passait, franchement. Toi tu voulais juste jouer au foot en fait? Ah ouais, mais en plus à ce moment-là, c'est un mode de vie totalement différent quand on arrive en stage. C'est impressionnant. Tu arrives, tout est chronométré. Tu te lèves à 9h, tu vas déjeuner à 9h15. Enfin, vraiment une vie de pro à 14 ans. Et puis tu n'avais pas cette, je dirais peut-être pas popularité, mais tu étais connu auprès de ton club. Là, tu arrives dans un endroit où personne ne te connaît. En fait. Ah ouais, non, et personne. Tu dois refaire tes preuves en concurrence avec d'autres. Ça n'a pas du tout été facile parce qu'en plus, tout le monde parle néerlandais là-bas. Okay. Tout le monde parle néerlandais. Je vais pas mentir, hein, tous les soirs, je pleurais dans mon lit, j'appelais ma mère. Hein. J'étais pas bien, tout le monde parlait néerlandais. On était 4 à parler français, 4 ou 5 à parler français. Mais une très belle expérience. Puis j'ai eu 2-3 stages encore comme ça contre l'Allemagne. Jusqu'au jour où mon coach dans mon petit club, qui entraînait d'ailleurs ici à Charleroi chez les garçons, m'a dit « Ouais, tu veux pas qu'on essaye d'aller au Standard ?» Parce que moi c'était mon rêve, c'était mon club de cœur. Ouais, on peut essayer, ça coûte rien. Et je rentre avec cette idée-là à la maison. J'avais fait les papiers et tout ça pour y rentrer. Et mes parents m'ont dit « Ok, tu peux aller faire des tests. Mais on fera pas Liège 4 fois par semaine, 1 heure de route pour aller, 1 heure de route retour. Soit tu vas en internat, soit c'est pas possible. » Ouais. Je fais 2 entraînements. Et puis là, on a contact avec la directrice technique qui demande à ce que je vienne. Ok. Et puis là, mes parents se regardent. Ouais, bon, bah, ok, on n'a pas le choix. Donc finalement, j'y suis allée. Et je suis restée 4 ans là-bas, où j'ai quand même gravi les échelons. Je suis arrivée en U16. De U16, je suis allée dans l'équipe C, qui représente la 3e division belge. La 2e année, on a essayé de me faire monter dans la 1re division, mais j'étais pas encore prête psychologiquement. C'était encore trop tôt. Donc je suis restée dans la 2e division. La 3e année, j'ai jonglé entre les deux. Et la dernière, je suis allée quasiment en équipe A tout le temps. Et puis on m'a appelé, la coach à ce moment-là m'a appelé de Charleroi qui refaisait un nouveau projet. J'étais pas encore prête psychologiquement à arriver en équipe première, j'avais seulement 16 ans. Je suis quelqu'un qui a du mal au niveau des émotions, de la pression, donc c'était pas le moment. Et Maxime avait dit que le Standard de Liège faisait jouer ses filles sur le stade aussi, le grand stade. Ouais. Donc il y avait aussi un projet féminin important dans le... Ouais, le projet était là. Maintenant, à ce moment-là, c'était moins... tout a changé, leur structure a changé. Et puis la dernière année, là, j'ai su monter. J'ai jonglé entre la 1re et la 2e équipe. J'ai bien séché le banc. Avec l'équipe première, après, il y avait des grosses têtes aussi, ce qui était normal. Mais j'ai fait tous les entraînements avec les A, ce qui m'a énormément apporté, ça m'a énormément aidé à progresser. Et puis Aline Zeller est arrivée à Charleroi pour le nouveau projet. Donc c'est l'entraîneuse, c'est ça? Ouais, du Sporting. Mais elle qui a été la plus capée pendant tout un moment par rapport à l'équipe nationale belge. Elle était capitaine, elle est passée par le Standard, Anderlecht, elle a fait une grosse carrière. Et de là, j'ai signé pour 1 an. Et depuis, c'est ma 3e année ici à Charleroi, quoi. Un beau parcours finalement. Très beau parcours. Et j'espère que ça sera encore mieux ensuite. On reviendra un peu surtout sur la place du foot féminin en Belgique, le développement. Maxime, je te laisse parler du tien maintenant. Bah, moi, évidemment, un peu comme tous les entraîneurs de foot, j'ai joué au foot d'abord aussi, hein. Comme Perrine, j'ai commencé dans mon club de village, sauf que la différence, c'est que moi, j'ai pas évolué comme Perrine a pu le faire. J'ai eu la chance, je trouve que c'est une chance, j'ai joué dans le même club toute ma vie. En fait, j'ai jamais cherché à être transféré, même si étant plus jeune, je pouvais avoir la possibilité vraiment chez les plus jeunes. Mais j'ai préféré rester dans mon club de village et j'ai continué avec les mêmes copains jusqu'à la fin. C'est le plaisir du foot qui t'animait en fait avant. C'est vraiment le plaisir du foot et les valeurs que j'aimais retrouver dans le football à l'époque.
Voilà, après j'ai eu quand même une succession de blessures. Il faut savoir que ce qu'on appelle collège et lycée chez vous, on appelle ça école secondaire, j'étais en éducation physique et j'ai fait beaucoup de sport et je me suis blessé. Et donc les blessures ont fait que j'ai dû arrêter relativement tôt, un petit peu avant 20 ans. Et seulement le manque de terrain était là, mais physiquement je ne pouvais plus parce que les blessures étaient trop présentes. Et j'ai réussi à me raccrocher différemment dans le coaching. Mais bon voilà, en étant, comme je vous dis, en éducation physique, j'aimais me retrouver aussi avec les enfants. Et là, on m'a proposé l'opportunité d'entraîner des jeunes dans un autre club, là où j'aimais bien aller suivre mes copains qui jouaient au foot dans un autre club à Saint-Symphorien. Et on m'a proposé d'entraîner une équipe de jeunes. Alors, j'avais aucune expérience, si ce n'est que ma petite carrière de football provincial. Je voulais juste y aller par passion, donc on m'a proposé des U8, la deuxième équipe du 8 du club. C'est vraiment j'ai démarré les vraiment, plus petits, quoi. Tout à fait, j'ai vraiment démarré par les plus jeunes et depuis ce jour-là, j'ai découvert, je peux pas dire que c'était le rêve de ma vie d'atteindre ce niveau-là parce que il n'a commencé que, je veux dire, il y a 9 ans. Mais depuis, je me suis découvert une passion pour les entraînements, entraîner une équipe et de regrouper une équipe et d'aller à la guerre ensemble, même avec les enfants. Et donc j'ai commencé avec des U8, ensuite des U9, ensuite des U11. Après, par le même club, j'ai eu des U19. Donc c'est ton club qui, petit à petit, t'ont fait confiance en fait. Voilà, tout à fait. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont fait passer les premières formations, les premiers diplômes d'entraîneur. Après, voilà, j'ai voulu sortir un petit peu de ma zone de confort. Et depuis que je l'ai fait, je cherche à sortir de ma zone de confort régulièrement. C'est-à-dire que voilà, j'ai changé de club. J'ai recommencé avec des 8, mais dans un club encore plus structuré, quand même un petit peu plus professionnel, on va dire, à la Louvière, où on me demandait beaucoup plus de choses. Chose qui s'est très bien passée. Bon, après, ça a été les années de Covid, donc c'était plus compliqué. Ensuite, là, j'ai la chance, l'opportunité de retourner dans mon club d'enfance, là où j'ai évolué, mais en tant que directeur des jeunes. Donc là, j'ai eu l'opportunité de reprendre toute l'école de jeunes et d'être surtout le coordinateur de tous les entraîneurs. Après cette saison-là, donc c'était la dernière année de Covid, là, j'ai eu encore une fois une opportunité de mon club précédent à la Louvière. On m'a proposé d'être l'entraîneur adjoint de l'équipe première féminine. Alors, moi, le football féminin n'était pas forcément une focalisation. Je m'y suis intéressé un petit peu comme tout le monde peut s'y intéresser parce que c'est médiatisé petit à petit et c'est intéressant à voir, c'est de nouvelles choses. Donc, je me suis dit oui, pourquoi pas. C'était ma première expérience en équipe première. Là, c'était différent. Je suis confronté à des adultes avec leur vie d'adulte ou même avec des plus jeunes, mais avec des personnes qui ont plus de réactions que des enfants qui disent amen à tout ce que leur entraîneur dit. Hein, oui, parce que là, t'as plus un rôle éducatif. Tu gères en fait finalement des... Du tout, c'est surtout de la gestion. Même si j'avais encore un groupe relativement jeune, donc j'avais encore de la formation. Je trouve que dans le foot féminin, même ici, même à plus haut niveau, il y a toujours encore de la formation à aller chercher. Et donc c'est une saison qui s'est bien passée. Donc la Louvière, ils évoluaient en quoi, l'équipe féminine? Alors ils évoluent en P1, ce qui est l'équivalent de la 4e division belge. Okay. Donc c'était pas du tout une équipe professionnelle, c'était vraiment, même si les ambitions de la Louvière sont de rejoindre le football professionnel chez les filles, chez les hommes aussi d'ailleurs. C'était pas du tout un niveau professionnel, mais mon investissement envers le club a été remarqué ici par Charleroi, qui en fin de saison a appris que j'arrêtais avec la Louvière. Ils m'ont contacté, Joël Cray, qui est le directeur des recrutements, m'a téléphoné personnellement. Il m'a dit écoute, on cherche quelqu'un comme toi pour venir épauler Lionel qui est l'entraîneur principal pour la saison en Super League. Voilà, est-ce que ça t'intéresse? Évidemment, moi... Là, tu passes en fait au niveau professionnel, quoi. Exactement, je suis ambitieux et comme je dis, j'adore... Enfin, c'est pas que j'adore sortir de ma zone de confort, mais c'est quelque chose qui m'excite, qui me stimule. C'est un nouveau challenge pour toi, voilà, en fait. C'est toujours un nouveau challenge et toujours de commencer un challenge en me disant
je ne sais pas si je suis capable. Ouais. Donc, c'est à la fin, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, c'est en fin de saison que je peux me dire si j'ai été capable ou pas. Donc, ça, je le verrai, je le découvre. Mais voilà, j'ai eu l'opportunité ici au Sporting de Charleroi d'épauler Lionel au niveau de l'équipe féminine. Voilà, c'est comme ça que je suis maintenant dans le staff. Maintenant, au fur et à mesure de toutes les saisons, j'étais forcé au début de passer les premières formations d'entraîneur. J'ai passé une première formation qui dure 12 heures aspirant, qui n'est pas une réelle, je veux dire, plus-value pour un entraîneur, mais qui permet au club d'avoir un coach qui a une certification. Ouais, parce qu'au début, tu étais bénévole, du coup, ce que tu me disais chez les jeunes et tout ça. Tout à fait. Ensuite, j'ai passé ce qu'on appelait à l'époque le brevet C, maintenant l'UFAC. Donc ça, je pense que c'est juste avant, peut-être en France, le BMF. Je ne connais pas l'équivalence. Le BMF, je crois que c'est la première formation pour devenir coach. Alors ça doit être peut-être le cap au-dessus, ouais. Et en tout cas, maintenant, la formation brevet C s'appelle l'UFAC parce qu'elle est reconnue de point de vue européen. Par la suite, donc ça, c'est une formation qui a duré une semaine, mais sur 6 jours, 8 heures par jour. Ok, quand même. Ouais, ça, c'était la formule accélérée. Sinon, il existe une formule classique où c'est un lundi par semaine pendant 8 semaines, peut-être 6-8 semaines. Ok. Par la suite, j'ai dû faire le brevet B. Brevet B, là, c'est 6 mois, un lundi soir, toutes les semaines. Ensuite, j'ai passé l'UFAB. L'UFAB, ça c'est 1 an, une fois par semaine, avec des stages, avec des... Et concrètement, en fait, tu vois quoi dedans? Je vais reprendre les choses contextuellement. Le brevet C de l'UFAC, c'est vraiment la formation chez les jeunes, les plus petits, dans tout ce qui est ce qu'on appelle le festi-foot ou le football à 5. Par la suite, c'est comme ça aussi que j'ai grandi. Le brevet B, c'est le football à 8, donc chez nous, c'est jusque les U13. Okay. Et l'UFAB, là, on rentre dans le football à partir des U14, mais jusqu'au monde adulte, donc du 11 contre 11. Donc là, c'est ce que j'ai vu principalement. Après, il y a il y a plein d'autres choses, comme voir un petit peu aussi, comme l'arbitrage, les règles du jeu, ça fait partie aussi du cursus. Et là, j'ai entamé l'UFAA qui est un petit peu la finalité, l'aboutissement, si ce n'est qu'il existe aussi l'UFA Pro, mais qui est beaucoup plus difficile d'accès pour un coach. C'est vraiment le cap ultime, en fait. Exactement, le cap ultime. Le cap qu'un coach a absolument besoin pour entraîner en division 1 belge ou en Ligue 1 française. Okay. Quoi. Et je rebondis sur ce que vous m'avez dit, vos parcours. Vous avez côtoyé le monde professionnel plus ou moins tôt. Mais quel a été votre rapport à l'arbitrage? Que ça soit au départ, au milieu. Je prends ton exemple, Perrine, tu as été rapidement confronté à des stages, donc un cadre de vie avec beaucoup de sacrifices où le seul objectif c'était le football finalement. De même, Maxime, avec tes différents, ça a été différent que Perrine, mais tes différentes évolutions en termes de formation. Quand est-ce qu'on vous a parlé d'arbitrage en fait dans votre cursus? Ou peut-être pas d'ailleurs. Moi finalement j'ai fait aussi le premier brevet, c'est l'UFAC. Je l'ai fait aussi, donc là on en a parlé un peu plus. Mais sinon c'est plus quand je suis arrivée en équipe nationale où là l'arbitrage prend une plus grande place. Parce que quand on était dans les catégories de jeunes, dans les petits clubs déjà, c'est les parents qui arbitrent parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Ouais. Donc l'arbitrage est un peu différent, on n'en parle pas trop, un peu de fair play, mais sans plus. Puis on arrive dans le foot à 11 où là on a juste un seul arbitre pour tout le monde et pas 3. Mais là quand je suis arrivée en équipe nationale, on était avec 4 arbitres, avec un timing important, tout était fait de façon stricte. Moi, je me rappellerai toujours, hein. C'est quand j'étais m'échauffer pour le premier match. Ah non, c'est les chasubles bleus. Alors, ah non, c'est les chasubles vertes. C'est vraiment, tout est... Mais ouais, je rebondis sur ce que tu dis. J'avais vu une porte de vestiaire d'un match en Ligue des Champions, une photo comme ça, et il y avait vraiment tout le timing jusqu'aux photos, aux photos d'avant-match, à quelle heure ils doivent se serrer les mains, tout ça. Et du coup, les arbitres sont au courant de ce processus. Enfin, moi, en amateur, j'ai un timing, mais pas aussi précis. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être hyper carré. Mais d'ailleurs, ici, quand on a un match que c'est filmé, on a le timing qui est sur la feuille. Et quand on est dans les grands vestiaires, on va dire dans les grands stades,
il y a la sonnerie qui dit à telle heure il faut sortir, à telle heure il faut être Ok. dans la file pour C'est pas l'arbitre qui vient qui siffle Non, dans le couloir. non, mais comme dit Perrine, hein, une fois que c'est télévisé, l'horaire c'est drastique, c'est Ouais. vraiment, ça rigole pas, il peut pas avoir 15 secondes de retard parce que il y a tout un décalage au niveau de la télévision, donc ça c'est pas possible. Et l'arbitre est un petit peu, je veux dire, donc, tout l'encadrement télévisé, mais aussi une pression à cet arbitre. Faut dire, Ouais. voilà, maintenant à 14h52, elles doivent être dans le couloir. Oui, parce qu'il y a la Pour, télé, voilà. c'est Et donc, un spectacle en fait. donc vous c'est partez. exactement ça. Et donc l'arbitre, lui, vient nous le dire. Et nous, on doit terminer notre échauffement, ça doit aller vite, clac. Et on a eu le cas ici. Hein, c'est particulier parce que c'était pas notre quotidien, mais quand on a dû faire face à ça, on a dû être impliqué de la même sorte, quoi. Mais du coup, sur ton évolution professionnelle, t'as pas forcément eu de choses en lien. Parce que je sais que maintenant, il y a de plus en plus d'arbitres professionnels, même amateurs, comme on peut faire dans ma région par exemple, qui interviennent dans des clubs pour échanger. Mais toi, t'as pas eu cette. On n'a pas vraiment eu. Enfin, de contact. Non, on n'a pas vraiment eu de contact avec les arbitres. D'ailleurs, il y a toujours un peu une distance parce que on ne connaît pas. Il y a même des arbitres, on se dit, oh, c'est la première fois que je le vois. Donc, on n'est pas au courant. Mais juste cette année où on a eu une arbitre qui est venue au club, on a eu un peu une réunion où elle nous a expliqué certaines règles, des nouvelles règles par rapport au. Alors, en soi, c'est pas les nouvelles, c'est des modifications. Chaque année, il y a des modifications. Mais on n'a pas un cours d'arbitrage où on dit voilà, il y a ça comme règle. Non, c'est un peu chacun à sa guise, à son apprentissage dans un club où on parle plus souvent de l'arbitrage, parce que je suis certaine que même moi en tant que joueuse, il y a des règles que je ne sais pas. Ah, je suis sûr. Je suis persuadée, parce qu'on n'a pas vraiment de cours par rapport à tout ça, mais j'ai trouvé vraiment ça chouette qu'elle vienne nous expliquer, nous en faire part, qu'on ait plus de compréhension. Et c'est vrai que quand on est sur un terrain, l'arbitre, on a souvent tendance à l'insulter, on va pas se mentir. Hein. Et ça aide aussi à comprendre le point de vue de l'arbitre qui n'est pas aussi facile. Donc ça à faire plus souvent pour déjà avoir une meilleure relation avec l'arbitrage. Tu sens que, parce que du coup tu évolues au niveau, c'est l'équivalent de la D1 Arkema, donc la Lotto Super League, le meilleur niveau féminin en Belgique, tu sens qu'il y a quand même un espace, un écart. Ouais, il y a un écart. Tu sens qu'il y a un écart. Et puis l'écart qu'il y a, enfin moi en tant que francophone, c'est la langue qu'on a. La plupart parlent néerlandais. D'accord. Ou alors, il y en a quelques-uns qui parlent français, mais c'est beaucoup plus rare. Tout est un peu plus avancé chez les Flamands. Et toi, forcément, ton rôle de capitaine, qu'on réévoquera plus tard, passe par la communication. Et si tu peux pas communiquer... Après, on a de la chance, c'est que la plupart parlent néerlandais et français. Mais c'est déjà arrivé où il y a un arbitre qui a un peu plus de mal à parler français. Et à un moment, je lui pose une question, il a rien compris, quoi. Ouais. Donc, t'es là, t'essaies de changer les mots. Ouais, l'avantage aussi qu'on a, on a plusieurs filles dans l'équipe qui parlent le néerlandais et le français. Donc, ça permet de... Ils peuvent passer par des joueurs relais, quoi. Il y a quelque chose qui m'interpelle depuis le début. Tu mets toujours les arbitres au masculin. Donc ça signifie que tu n'es pratiquement ou peu arbitré par les femmes, du coup. En effet, la plupart du temps, on est arbitré par des hommes. Les femmes sont présentes, mais beaucoup moins que les hommes. Même au niveau féminin, du coup. Ouais, au niveau féminin. Chez les hommes, il n'y en a pas. Est-ce que c'est un manque d'envie des femmes d'arbitrer? Parce que beaucoup jouent. Mine de rien, on voit, elles sont quand même jeunes, celles qui nous arbitrent. Donc, si tu n'as pas une carrière footballistique, c'est que tu as une carrière arbitrale. J'en connais plusieurs, mais il n'y en a pas énormément qui nous arbitrent. On voit souvent les hommes qui reviennent, souvent les mêmes. Mais la plupart des femmes, après, on les connaît, on va dire, de tête. Je sais que quand j'étais en équipe nationale, c'est un niveau plus haut. On avait des arbitres internationaux. Ouais. Donc là, c'était différent. Et c'était des femmes tout le temps, du coup. Ouais. Parce que c'est vrai que je fais le parallèle au football féminin professionnel en France. On a du coup maintenant la D1, D2, D3. Enfin, il y a la D3 qui est venue. Et ce sont à 100% des femmes sur les niveaux fédéraux. Ça montre aussi que, il manque beaucoup d'arbitres, mais je pense qu'il manque beaucoup d'arbitres aussi féminins en Belgique. Je pense que, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, il y a un boulevard, on va dire, pour les arbitres féminines parce qu'il en manque
il en manque vraiment énormément. J'enchaîne avec toi, Maxime. J'ai posé la question à Perrine. Tu as eu quel lien durant ton évolution, parce que tu es passé rapidement en fait, du monde amateur au monde professionnel dans le coaching, avec l'arbitrage? Tout à fait. Bah, en fait, au niveau de l'arbitrage, c'est vrai que dans nos formations d'entraîneur, on a quelques cours théoriques, on doit même faire quelques cours pratiques. Bon, évidemment, est-ce que je vais dire j'ai eu la chance de ne pas le faire parce que j'ai passé ces cours-là pendant la période Covid, donc plus de matchs, donc voilà, ils ont abandonné cette partie-là. J'avais cru entendre que tu dois arbitrer des matchs. Je devais arbitrer des matchs de jeunes, voilà. Effectivement, en fonction du diplôme dans lequel je me trouvais. Okay. Donc si j'étais à l'UFAC, c'était du 5 contre 5, si j'étais au brevet B, du 8 contre 8, et donc jusqu'à U13, et à l'UFAB du 11 contre 11. D'accord. Donc ça, c'était, je n'ai eu que les cours, je vais dire, théoriques. Maintenant, c'était, on ne se le cache pas, c'était très facile, c'était un question à choix multiple, et tant qu'on ne réussissait pas toutes les questions, on pouvait recommencer autant de fois qu'on voulait, donc c'était pas, voilà, c'est pas, il n'y avait pas une grande place à ce niveau-là dans nos cours. Maintenant, moi, de mon plein gré, je l'ai fait régulièrement arbitrer des jeunes pour mon filleul qui joue. Donc toujours chez les plus jeunes, hein, dans le jeu A5, dans le jeu A8. Là, je l'ai toujours fait parce qu'il n'y a pas d'arbitre chez les plus jeunes. Tu donnes un coup de main, ouais, en voilà, ton club, ouais. Mais j'étais toujours volontaire pour le faire, et ça s'est toujours très bien passé globalement, hein. De toute façon, avec des enfants, il n'y a jamais de soucis. C'est toujours c'est les parents, parents, c'est ce qu'il y a autour. Ouais. Ça, c'est toujours ça, c'est à quoi il faut faire attention, c'est clair, mais à partir du moment où on est quelqu'un qui communique très bien avec les enfants, je pense que les arbitres le voient. Dans mon précédent club, on a mis une règle au niveau des filles, parce que évidemment, il n'y a pas d'arbitre dans toutes les catégories de jeunes. Si l'une de nos joueuses se prenait une suspension, elle devait arbitrer chez les jeunes le temps de sa suspension. Si elle prenait 2 matchs de suspension, elle devait faire 2 matchs de... Donc, voilà, ça c'est un règlement qu'on s'était fixé par respect pour l'arbitrage aussi. Si tu n'as pas su te tenir sur un terrain, voilà, si c'est 2 cartes jaunes pour des tirages de maillot, bon, qu'importe, elle devait arbitrer chez les jeunes, c'était la punition, on va dire. Mais, ce qui fait que voilà, j'ai été suspendu aussi un match, donc j'ai dû le faire, mais pour moi, c'était pas un souci. Maintenant, comme l'a dit Perrine, la plus grosse évolution, c'est de passer de 1 arbitre à 3 arbitres, parce que nous, en Belgique, majoritairement, c'est un seul arbitre. C'est très rare qu'on ait 3 arbitres. Bon, évidemment, dans le football pro, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ça, c'est vraiment la grosse différence. Mais c'est appréciable, parce que déjà, au niveau du nombre d'erreurs, il y en a beaucoup moins. Et je trouve que, maintenant, je ne sais pas si c'est son rôle, mais je trouve qu'il y a un meilleur relais de communication entre le staff, le banc, donc nous qui sommes sur le banc, et l'arbitre assistant qui se déplace sur notre côté. Ouais. Parce que lui, en tout cas je l'ai remarqué cette année, c'est lui ou elle vient nous expliquer, nous dire attendez, il se passe ça. En fait, il fait un peu le rôle de 4e arbitre. Vu que vous n'avez pas de 4e arbitre, c'est un peu son rôle. Exactement. Maintenant, nous, bon évidemment, un staff, on est réputé toujours être les premiers à rouspéter parce qu'on n'est pas, on est pour notre équipe, ce qui est compréhensible aussi. Mais on ne peut pas tout voir de notre banc, donc dès que notre joueuse va tomber, on va directement interpeller l'arbitre. Et j'ai beaucoup apprécié depuis ce début de saison où un arbitre me dit attendez monsieur, il se passe ça pour le moment, voilà, clac clac, l'arbitre a dit ça, point. Mais le fait qu'il y ait plus d'explications, pour moi, c'est un réel luxe par rapport à ce que j'ai connu avant dans le monde amateur. Et pour répondre à ça, du coup, tu la vois comment ta relation avec les arbitres? Est-ce que tu as vu une évolution du coup? Je pense que oui. Oui, meilleure. Et au niveau professionnel, comment elle est ta relation? Est-ce que, je sais pas, nous c'est notre cas, en tout cas on essaie un maximum en amateur, est-ce qu'à la fin du match, vous pouvez échanger autour d'un verre, j'en sais rien? Comment ça se passe? On peut le faire. C'est pas rare qu'on y soit confronté. Maintenant, je vais t'avouer que nous, après les matchs,
on a quand même quelques heures de route, donc Ouais. on essaye d'aller le plus vite possible dans le car et rentrer si c'est à Oui, vous n'avez pas l'extérieur. forcément la possibilité de dormir sur place, quoi. Ah non, non, jamais, jamais. Jamais. On rentre. Ok. Bon, après, la Belgique est plus petite que la France, Ouais, donc les mais déplacements, quand je veux même dire, des- le plus long, il est à 2h30 maximum, quoi. Ah Donc, ouais, ok. ouais, Ok. ouais. Mais ça reste quand même Mais un voilà, déplacement. si le match se joue à 20h, on a envie de rentrer chez nous. Ouais. Donc à ce niveau-là, non, on ne parle pas forcément avec les arbitres après autour d'un café ou que sais-je. Peut-être après le match, dire félicitations, bon match, voilà. À part ça, il n'y a pas de réelle relation, je veux dire. Ok. Ça va pas plus loin que... Non, malheureusement. Parce que du coup, pendant les matchs, vous pouvez pas forcément échanger. Je pense que tu as dû le remarquer, il y a des arbitres plus ouverts que d'autres à la discussion. Je rebondis sur ça par rapport à ta Perrine qui est capitaine. Est-ce que tu sais comment est défini ton rôle dans les lois du jeu? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu as le droit, enfin qu'est-ce que tu as de plus ou pas que les autres Bah, déjà, quand tu mets ce brassard en gros? au niveau du coup d'envoi, avant le match, Ouais. on va dire que c'est la base. C'est la base. Hein. Mais par exemple, si à un moment ça commence un peu à chauffer entre les deux équipes, on appelle les deux capitaines pour calmer les choses. L'arbitre donne un peu ses règles. Voilà, faut agir comme ça, comme ça, comme ça. C'est vrai que moi je tape pas sur les capitaines, mais c'est la première fois que j'ai une capitaine en face de moi dans ce format-là, et j'ai l'impression que le rôle de capitaine n'est pas assez pris au sérieux si je le compare à celui du rugby. Le rugby, je trouve qu'il y a vraiment un charisme et un impact fort. Et parfois, dans des équipes de foot, même à très bon niveau, le capitaine, c'est le meilleur de l'équipe, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va ajouter un plus dans le dialogue. Est-ce que toi, quand tu as eu ce rôle, comment tu l'as eu déjà, si tu peux nous l'expliquer, et quand tu l'as eu, qu'est-ce que ça a changé dans ta vision? C'est un petit peu nouveau aussi pour moi d'avoir ce rôle. Même si, on va dire, depuis mes 3 ans à Charleroi, j'ai toujours terminé capitaine à la fin de saison. C'est pas que ça arrivait par hasard, parce que pour moi, ça n'arrive pas par hasard. C'était des discussions. J'ai eu un changement de mentalité par rapport au début de saison où j'étais quelqu'un de très frustré par les décisions du staff, par rapport à mon cas, où j'estimais de ne pas jouer assez. Je râlais pour rien, si je peux dire. Et jusqu'au jour où j'ai eu ce déclic de... Il y a eu un petit sourire là du côté de Maxi. Ah oui, parce qu'on en a discuté, hein. On en a discuté. Je sais que c'est aussi grâce à lui que j'en suis là, vu les discussions qu'on a eues. Où il faut se dire, faut arrêter de faire du chipo, faut arrêter de parler. Le terrain, c'est pas parler. Le terrain, c'est jouer. Et c'est tout. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à évoluer. J'ai une très bonne relation avec les joueuses aussi. J'ai pas vraiment d'embrouille, même si voilà, ça arrive que on crie un peu plus sur la joueuse, ce qui est arrivé hier à l'entraînement où à un moment je m'énerve un peu plus sur une, mais c'est pas parce que je m'énerve sur toi que je ne t'aime pas. C'est sur le terrain. Sur le terrain, je suis plus agressive. Je suis plus agressive avec tout le monde. Et après, c'est terminé. Les choses. Donc tu essaies d'avoir cet impact, d'être un peu la leader du groupe, de fédérer, de... Ouais, c'est ça. Même si c'est pas facile d'être leader de base, je suis plus introvertie. Même si j'aime bien rigoler avec tout le monde, mais je suis pas du genre à dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Parce que j'estime, en tant que capitaine, tu dois savoir remettre les choses dans le contexte. Tu dois être un exemple. Et c'est arrivé où il y a des matchs où moi-même je suis en dessous, je peux pas me permettre de dire hé, ta passe là. Ouais. Non, parce que juste avant, j'ai fait une passe de merde, donc tu peux pas. Ouais. Tu peux pas, même si c'est un peu le rôle de capitaine, de rebooster, calmer les choses quand on sent que le match commence à être tendu, c'est important. Donc c'est un rôle important. Et depuis du coup que tu es devenu capitaine, donc tu m'as dit moins de frustration, tu prenais plus de recul. Et du coup, est-ce que tu as senti que ta relation avec les arbitres a été changée ou a été modifiée? J'ai une meilleure vision sur eux. Avant, j'étais très agressive. Okay. S'il y avait une décision qui était prise, à mon sens, qui n'était pas juste, je râlais et des cartons inutiles, j'en ai pris quoi. Ouais. Des cartons inutiles, ça, c'était ma spécialité avant. Mais non, il faut se mettre à la place de l'arbitre. C'est pas facile. C'est pas facile pour lui. Et le capitaine justement doit aider les joueuses à faire comprendre. C'est pas facile. Il faut le laisser, même si parfois il y a certaines décisions qui sont exagérées pour moi. Mais
j'ai quand même une meilleure relation de me dire, ok, là vous avez... C'était d'ailleurs contre qui le dernier match? Contre Zulte Waregem, à un moment, j'y rêve quand même, là. Et puis il me regarde... Vous dites ref, c'est vrai. Ouais. Vous dites ref en Ah, Belgique. monsieur Ouais. l'arbitre. Et du coup, en Belgique, il n'y a pas forcément d'école d'arbitrage, enfin, en tout cas d'institutions autour de l'arbitrage pour sensibiliser les jeunes. Je ne sais pas si ça a été mis en place ou pas. Honnêtement, je sais pas répondre. Je me suis pas forcément intéressé, mais si, il faut passer évidemment ces diplômes pour être arbitre. Non, mais Ça, non, c'est- ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a une formation, enfin pas une formation, mais une sensibilisation à l'arbitrage aux jeunes, pour qu'ils se rendent compte. Parce que moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, on fait tous des erreurs, mais derrière une erreur, en fait, il y a toujours un raisonnement. Et ça, les gens l'oublient souvent. Par exemple, en fait, ça va pas être pas penalty, penalty. Ça va être pourquoi j'ai fait le penalty. Et il faut vraiment essayer de comprendre comment il a pu Ouais. se dire qu'il y avait penalty. Et ça permet vraiment de faire passer plus de choses. Mais c'est pas facile. Maintenant, je sais que la CFF, donc ça c'est l'association des clubs francophones, Ouais. donc la partie francophone Wallonie, et le Football Vlaanderen, ça c'est la partie plus au nord, sensibilise de plus en plus la relation avec l'arbitrage, ça c'est clair. Ils mettent en place des campagnes, avec de jeunes arbitres. Ils essaient aussi de sensibiliser aussi pour qu'il y ait plus d'arbitres, parce qu'on est aussi en manque d'arbitres, donc ils essaient vraiment de, je ne vais pas dire les protéger, hein, mais de les mettre en valeur et ce qui est une réelle communication avec eux, parce que c'est très important, quoi. Mais c'est un peu le but de cette vidéo. Je trouve que c'est important Ouais. de mettre en avant les arbitres, mais pour moi, le plus important, c'est déjà de recréer un lien. C'est vrai. Parce qu'on a beau amener des arbitres, le lien joueur-coach-arbitre, il est un peu fissuré, il est un peu Mhm. cassé. Donc déjà, recréons ce lien. Et puis après, Mais le ayons plus d'arbitres. problème de... Oui, il y a ce lien, mais un arbitre va... Il y a une distance, si je peux dire, entre Mais c'est qu'en joueur-staff, parce que parfois t'es pas d'accord et du coup, l'arbitre t'as qu'une envie, c'est de l'envoyer chier, et tu te dis, il est pour l'autre équipe, alors que c'est pas forcément ça. C'est juste que en tant que joueur, quand t'es sur le terrain, une décision qui est pas dans ton sens, directement ça va créer une distance. Et c'est pas Ouais, je vois ce que tu veux dire. inconsciemment. Ok, Inconsciemment. ok. Parce que c'est lui qui gère, c'est lui qui doit, entre guillemets, trancher. C'est Ouais, lui qui tranche. c'est lui qui s'occupe c'est pour de- toi, c'est pour eux, voilà. Et chacun sa façon de voir les choses. Donc, malheureusement, c'est là qu'il y a une distance où, pour l'arbitre, il a raison, parfois il a tort, il le sait. Mais pour le joueur ou la joueuse, lui avait raison. Oui. Et en fait, c'est une confrontation de deux points de vue et on s'en sort pas. Mais est-ce que par rapport à ton capitaine, tu sens que tu as un impact sur l'arbitrage depuis que tu es devenu capitaine? Est-ce que tu sens que tu as un rôle à jouer là-dedans? Pour moi, j'ai eu un match où j'avais un rôle à jouer, mais qui, selon moi, j'ai pas été écoutée. Du coup, parce qu'au niveau de l'arbitrage, on n'a pas trop à se plaindre, ça va. Oui, il y a certaines choses où on essaie de parler, de discuter. J'ai été écoutée, mais je veux dire, il y a un match où on a été contre Malines, où là, ça a été une catastrophe arbitrale, où tu essaies d'aller discuter avec l'arbitre et qu'on te dit, alors que tu as le brassard, on te dit, t'as rien à dire. Ok, t'as pas réussi à créer un dialogue. Non, mais c'est comme à un moment, ce qui se passe, c'est que une joueuse de Malines, dans le dos de l'arbitre, vient, fait un croche-pied à la joueuse de chez nous. L'action se passe, il y a un peu chamaillerie, etc. Je vais voir l'arbitre de touche. Je dis, vous l'avez vu? Il me dit, oh, toi, tais-toi, remets ton brassard. Et c'est de là que moi, je me suis emportée contre lui, et le ton monte alors que j'ai été d'une façon peut-être un peu plus agressive, mais pour dire, vous le voyez, c'est pas une carte jaune, c'est une carte rouge qu'il faut mettre à ce moment-là. Et là, je trouve qu'on n'a pas été vraiment écoutés. Alors que c'était un des matchs Les plus tendus, ouais. Je rebondis pas sur le fait de l'arbitre, mais plus de ton rôle à toi. Du coup, par rapport au règlement, en fait, ce qui est dit dans le règlement, c'est que toi, tu es juste responsable de ton équipe. Ouais. Donc, si l'équipe se comporte mal, c'est de ta faute. Et dans certains cas, par exemple, une faute qui mérite rouge, nous, on ne sait pas le fautif, c'est toi qui vas prendre la sanction. Tu vois? À part prendre la sanction pour tes coéquipières, tu n'as aucune plus-value. Tu n'as pas de statut, de plus le droit ou pas de parler. Après, c'est un peu j'appelle ça les règles, un peu légendes urbaines, comme le dernier défenseur, des choses comme ça qu'on dit alors que c'est pas forcément le cas. Mais on passe par toi,
on passe par un joueur relais. Et donc maintenant, ça s'est instauré que le capitaine, c'est celui en fait qui peut, même plus que parler, c'est celui qui peut contester un peu plus que les autres, finalement. Après, il y a ce truc où, tu sais, parfois, tu vois 5 joueurs qui arrivent sur l'arbitre, tout ça. C'est vrai que maintenant, il y a ce truc où on veut créer plus de dialogue avec le capitaine, mais ça n'a jamais été marqué dans les règles. Ça, c'est un truc qui me... J'aime bien le dire, parce que c'est vrai que le capitaine, on se fait tout un truc autour. Mais après, pour moi, c'est la personne qui... Il faut une personne pour communiquer. Après, oui, malheureusement, il y a des arbitres qui sont fermés, mais en même temps, c'est pas facile de parler avec des capitaines. Parce que parfois, il y a des capitaines qui sont pas ouverts non plus à la discussion ou qui sont dans une forme de contestation. Parce que parfois, il y a, en fait, nous, mais je pense comme vous, on analyse les équipes. Surtout à votre niveau, plus vous êtes arbitré par des arbitres de haut niveau, plus ça va être des arbitres qui vont se préparer et qui vont analyser. Et on va arriver sur le match et on sait déjà qui va nous embêter. Mais pas en sens, lui je l'aime pas, j'aime pas sa tête. Lui, il va tout faire pour que ça soit le bordel dans le jeu. En gros, c'est ça. Il va se mettre devant le ballon, il va tirer dans le ballon. Donc lui, si je le cadre pas, je vais pas maîtriser mon match. Et parfois, ce jour-là, c'est le capitaine. Et ça arrive plus souvent que l'on pense. Et donc, c'est hyper compliqué. Parce que nous, on appelle ça dans l'arbitrage des joueurs pollueurs. Le mot est pas très beau, mais c'est un peu ce qu'il fait dans le match. Et les joueurs pollueurs, c'est les joueurs avec qui il faut qu'on ferme le plus la communication. Si on communique avec des joueurs comme ça, ils n'ont pas envie de communiquer, ces joueurs-là. Parce qu'ils sont là, et parfois même les entraîneurs leur disent, et ça fait partie un peu du foot, tire dans le ballon, essaye de retarder le coup franc. Vous testez l'arbitre. Ouais. Et c'est à l'arbitre de poser son cadre. Si l'arbitre ne pose pas son cadre, c'est vous qui gagnez aussi. Sauf que quand c'est le capitaine qui fait ça, c'est hyper compliqué de communiquer. Alors je dis pas que t'es une joueuse pollueuse, mais il y a certains moments où la non-communication est comprise. Et il y a des moments aussi où moi j'ai eu ce problème-là de surcommuniquer, de vouloir trop parler. Et en fait, à vouloir trop parler, c'est très agréable pour certains joueurs, mais pour d'autres joueurs, ils vont se mettre dans la brèche pour en profiter. Et donc, c'est vrai que vous, ce qui est compliqué, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez l'impression qu'un week-end, ça communique comme ça, un week-end, ça communique comme ça. Ah ouais, est-ce que vous ne remarquez pas cette irrégularité parfois et vous vous placez comment par rapport à ça? Si, je pense qu'il faut un minimum de communication. Il y a certains matchs où on a besoin de comprendre certaines décisions de l'arbitre. Le dernier match, 2-3 fois, j'ai pas été d'accord. Il m'a expliqué sa décision. Il m'a dit voilà, là, je suis désolé, je vois pas. Hein. Mais un truc où je trouve c'est trop facile, c'est l'arbitre qui vient de voir après le match et dit ah ouais, j'ai fait une erreur à ce moment-là. Alors que tu peux. Ça s'est démocratisé un peu le fait j'ai l'impression d'assumer son erreur. Après, il y a assumer son erreur au bon moment. Voilà. Par exemple, moi, il y a eu je vais pas citer beaucoup d'exemples, mais je reprends l'exemple d'un de mes matchs où j'accorde un but. Il y a un petit touch sur un joueur au milieu de terrain et puis après, ça fait but sur une action. Il y a rien du tout. Et moi, je vais voir le coach et je lui dis peut-être que je me suis trompé. Sauf que tu peux pas te tromper sur la validité d'un but. Tu dois pas passer à côté. En fait, il y avait rien, mais j'ai voulu faire un pas vers lui. Et je trouve que c'est vachement intéressant d'avouer qu'on a peut-être fait une erreur, mais quand les esprits sont retombés. Mais pour autant, durant le match, pas après. Parce qu'il y a des moments, voilà, il y a penalty, tu peux pas dire je me suis trompé après avec le penalty et tu le maintiens. Il faut à nous aussi d'être intelligents. Mais ce truc-là, je sais pas vous comment vous le vivez en tant que coach ou joueur, mais moi je trouve que ça calme vachement les relations quand l'erreur est commise et admise, surtout. Ouais, mais commise, ok, mais admise, comment dire, pas 5 heures après. Ouais. L'année passée, on a eu le cas où c'était un de nos plus gros matchs qu'on fait. On gagne 2-0 contre le Standard. C'était notre match de fou. On se prend un premier goal. Là, on n'a rien à dire. Et puis, il siffle un penalty sur une main que la joueuse du Standard avant met. Le 2-2. Et puis, temps additionnel, 12 minutes. Et puis à la fin du match, après, il trouve notre joueuse, notre gardienne, elle dit c'est vrai que j'ai laissé beaucoup de temps et je me suis un peu... je pense qu'il y avait faute de main quand même sur le goal, sur le penalty. Mais ça, c'est... C'est dur à admettre, ouais. C'est dur à admettre, ouais. Alors, tu dois prendre tes décisions, tu dois discuter avec ton juge de ligne. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et je trouve aussi que parfois, les juges de ligne... sont en retrait? Ouais. Il n'y a pas assez de... En fait, c'est compliqué parce que... dans la tête des spectateurs, eux ils ont les oreillettes, donc alors moi je suis pas à ce niveau-là, hein, mais de ce que je sais, ils ont une communication rapide. Ils utilisent des mots plutôt rapides. Par exemple, sur une situation de hors-jeu,
Ils vont dire bleu ou noir en fonction de qui touche le ballon. Donc c'est des petits mots pour aller vite. Mais c'est vrai que le fait d'aller consulter en fait un assistant, ça veut dire oh je suis pas sûr, il y a le doute. Donc en fait t'envoies un message. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile d'aller voir la VAR que d'aller voir son assistant. Ouais. Tu vois où je veux en venir? Et c'est vrai que la communication avec l'assistant, elle est pas facile. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes consignes d'avant-match. Mais il y a des moments où, en fait, on va arbitrer. Enfin, en tout cas, l'arbitrage est fait aussi pour le spectacle. Et si on devrait vraiment respecter parfaitement pas mal de choses, on finirait pas les matchs à 11 contre 11 et les matchs seront moins spectacle, moins sympa à regarder. Donc il y a aussi ce truc où on arbitre aussi en fonction des humains. On arbitre en fonction de la psychologie. Tu vois, par exemple, les petites fautes devant les bancs, on va les siffler. Alors qu'on va pas forcément les siffler au milieu de terrain. Parce que devant les bancs, il y a Maxime qui va sortir, qui va sauter. Je rigole. Mais ça va être beaucoup plus tendu. Et donc, et ça, c'est hyper compliqué à comprendre. Moi, je l'ai compris au bout d'1 an et demi d'arbitrage. Ouais. Mais et c'est hyper compliqué à comprendre quand on n'est pas dans l'arbitrage. Après, c'est vrai que vous avez une autre vision que nous, en tant que dans une équipe. Vous avez une autre vision que la nôtre, où on est très buté aussi pour notre cause, oui, bien notre sûr. faveur. Mais j'ai été joueur aussi, donc j'ai eu les deux casquettes. Et il y a plein de choses, tu vois. Par exemple, une petite poussette sur un défenseur, on va la siffler, on va sécuriser. Parce que si derrière ça fait but, si derrière ça fait carton rouge, mais ça si peut... si cette poussée-là, tu l'as fait dans l'autre sens pour l'attaquant, là on la siffle pas. Mais d'où la cohérence. Et finalement, être cohérent sur un terrain, c'est le plus dur. Parce que tu siffles une main. Il y a main de l'autre côté. Et tu siffles s'il y a vraiment main. Mais si la main elle est légère, tu siffles quand même pour être cohérent alors qu'il n'y a pas main. Tu vois, donc c'est tout ce questionnement-là. Mais voilà, il y a plein de petits points que tu as dans la vision arbitrale que tu n'as pas dans la vision joueur. Et c'est compliqué du coup parfois d'amener ces deux points-là et de vous faire comprendre, quoi. Pour conclure, on va parler de la place du foot féminin, surtout en Belgique. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Je sais que moi en France, ça se développe de plus en plus. Quel est votre ressenti, vous, sur ça? Bah, y a un développement, ça c'est certain par rapport... Quand j'ai commencé, on était 2 filles à jouer dans la même division, si je peux dire. J'ai joué contre elles d'ailleurs plusieurs fois. Il y a une autre fille qui est venue me rejoindre dans l'équipe, mais on était, on va dire, 3 que je connaissais réellement. Les clichés, c'était oh, il y a une fille dans notre équipe. Mais après, à la fin du match, les discours sont différents. Ça t'a pas buzzé, toi, dès le début? Enfin, t'as réussi à passer au-dessus? Ouais. Oui, parce que je connaissais mes qualités par rapport aux autres. C'est pas arrogant, mais je savais que j'étais au-dessus du lot à ce moment-là. Donc, justement, parle et tu verras après. C'est aussi simple que ça. Mais le rapport que j'ai maintenant en étant plus grande, il a évolué. Les mentalités ont évolué. Même si ça reste encore très compliqué en Belgique, on va pas se mentir. Quand tu vois bêtement hein, sur TikTok où directement on met le foot féminin et puis on met toujours les plus grosses boulettes du foot féminin. Ouais, mais c'est pareil en France. Hein. Voilà, c'est pareil en France. Comme tu as des grosses boulettes chez les hommes. Mais j'ai trouvé que avec la Coupe du Monde, il y a eu un éveillement de conscience. Il y a eu une petite évolution, même si c'est encore très lent. Mais c'est encore très lent dans le développement de l'arbitrage, hein, c'est pareil. Mais les gens se rendent compte ça commence. Il faut sortir de cette idée de comparaison déjà, premièrement. Oui, parce que le foot féminin n'est pas du tout le même que le foot masculin. Il faut se rendre compte, quand tu regardes un match de foot masculin, ça sera beaucoup plus rapide. La force physique est différente. Mais je pense qu'on a quand même notre côté, on a notre chance aussi. C'est un foot qu'on appréhende d'une autre façon. Que ce soit mental. La carrière d'un homme n'est pas la même que la carrière d'une femme, en tout cas en Belgique. Je veux dire, j'ai pas la même carrière qu'un homme ici à Charleroi. J'ai mes études à côté. T'as une charge mentale en fait en plus. Je me lève à 6h du matin pour aller au cours. Je finis mes cours à 17h30. À 17h30, qu'est-ce que je fais? Je viens à l'entraînement. Et encore, je suis une des filles où ça va. Je veux dire, je n'ai que mes études. Il y en a une, elle se levait à 2h du matin. Elle travaillait jusqu'à 11h du matin. Elle avait son enfant à garder. Elle avait un petit peu de temps pour dormir. Et puis elle venait faire son match. Jamais on n'oserait imaginer ça. D'un garçon, ouais. Pour une carrière de garçon. Mentalement, c'est pas facile parce que tu te retrouves à faire... ta semaine, c'est école, foot. Et le week-end, tu fais quoi? Tu te reposes.
tu profites un petit peu avec ta famille. Tu as aussi du coup ce décalage financier. Ce que tu nous dis, si tu peux pas, si tu vas continuer tes études ou en tout cas faire un boulot à côté, c'est que le foot te nourrit pas à 100% alors que tu évolues au niveau professionnel. Ça aide, ça aide. J'ai un beau petit salaire entre guillemets pour une étudiante, mais c'est pas avec ça que je vais aller loin dans ma vie. Je veux dire, je peux pas louer un appartement et faire ma vie comme si de rien n'était. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'un diplôme, parce que oui, tu peux arriver à toucher un salaire de 4 000, 5 000 euros dans certains clubs, hein, pas dans tous évidemment. Mais avec 4 000 ou 5 000 euros par mois, tu fais quoi? Tu fais pas grand chose. Le temps de ta carrière, oui, c'est bien, 4 000 ou 5 000. Mais il te faut un bagage après. Donc le fait de faire ces études, c'est pour avoir un bagage. Ça va être des années assez longues, assez compliquées, mais au moins tu as une sécurité de dire après le foot, ben, je vais pouvoir me lancer dans autre chose où j'ai quelque chose. C'est super important, sinon t'as rien après. Rien après. Parce que oui, tu peux mettre un peu de côté, mais tu vas terminer avec quoi? Je dis 30 000 euros, mais c'est beaucoup, hein, 30 000 euros, ça dépend de ce que tu fais. Mais avec 30 000 euros, tu fais pas grand chose. Donc, à part en Angleterre, même en France, où c'est un peu plus, on gagne un peu plus d'argent au plus haut niveau. Tu me disais en off que le football féminin anglais avait vraiment investi, quoi. Ils ont l'envie de faire évoluer le foot, où les femmes sont un peu plus au même niveau que les hommes. Même si il y a toujours une différence, hein, mais au niveau des salaires, c'est plus reconnu. Ça permet de se mettre à temps plein dans son sport, parce que c'est ça aussi. On nous demande d'être à temps plein, on nous demande d'être performante, mais si tu as ton esprit à 80% dans les études, 20% dans le foot, ou même l'inverse, 50% dans les études et 50% dans le foot, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que là, j'ai le cas, j'étais en examen où j'ai même dit à Maxime et au coach, en ce moment je suis fatiguée parce que ça me stresse, je suis dans une période stressante, j'allais dormir à 22h, mais à 7h du matin je me réveillais parce que j'étais en stress de savoir si je connaissais bien mon cours, et c'est des choses que les gens ne se rendent pas compte. Ouais. Alors que si j'avais l'argent nécessaire pour me consacrer à ça, cette charge-là, elle serait pas là. Il y aurait simplement la charge mentale footballistique qui est déjà compliquée à gérer. Et pour rebondir à ce que tu disais par rapport à toi, Maxime, les clichés du foot féminin, entre parenthèses, entre guillemets, qui sont souvent malheureusement péjoratifs, est-ce que tu avais quelques a priori quand tu as découvert en fait le foot féminin et quand tu es arrivé ici? Parce que c'est pas quelque chose que tu avais forcément prévu à la base. J'ai pas découvert le foot féminin ici, je l'ai découvert donc dans mon précédent club. Seulement, je me suis intéressé l'année précédente pour savoir quand même ce club-là, comment commençait l'équipe féminine l'année avant mon arrivée. Donc j'ai un petit peu regardé parce que effectivement, comme dit Perrine, ce qu'on peut voir sur malheureusement les réseaux sociaux, c'est jamais du positif du football féminin. Donc oui, le rythme est différent. Tout le monde peut voir que ça va moins vite, c'est clair. Mais comme dit Perrine, il y a des charges physiques qu'elles ne savent pas faire parce qu'elles ne font pas 1m90, 1m90 comme tous les joueurs de foot peuvent le faire. C'est un autre football, mais je pense qu'il faut surtout arrêter de le comparer. On regarde Roland Garros, on ne va pas comparer la finale dame à la finale homme. On ne doit pas prendre ça comme deux sports différents, mais il faut arrêter de comparer. C'est des personnes qui ne joueront jamais l'une contre l'autre. Il n'y a aucun but de se dire oui, mais chez les hommes, ça va mieux. Et donc, des a priori, j'en avais pas. Non, pas forcément. Je m'y suis intéressé. Et au contraire, comme dit Perrine, moi j'étais agréablement surpris parce que je suis certain que mentalement, les filles peuvent être plus costaudes que les hommes parce que les à côté qu'elles doivent avoir en plus du football, pour des sommes bien inférieures que ce que les hommes peuvent gagner, elles ont beaucoup plus de travail. Et de niaque en fait, elles gardent la tête sur les épaules, il n'y a pas de... À part ça. Certaines qui ont... Voilà, mais... Elles gardent la tête sur les épaules et il faut savoir qu'elles... Bon, voilà, nous on s'entraîne 4 fois par semaine, après des journées de travail ou des journées d'études, s'entraîner 4 fois par semaine, ok, on en parle comme ça, c'est rigolo une semaine, mais elles doivent tenir une saison complète comme ça. Hein. Et il ne faut pas croire qu'on a des trêves de mois et de mois. Hein. Elles ont eu ici une semaine de trêve à la trêve hivernale.
ce qui est déjà un luxe en soi, mais c'est parce que les deux fêtes se rapprochaient sur la même sur la même semaine, pardon. Mais sinon, elles doivent tenir le coup et c'est pas impossible que l'une d'entre elles craque parce que le côté familial qu'elles doivent gérer, soit en tant que mère de famille, ne va pas, soit les études, elles commencent un peu ça ne va pas non plus parce que elles doivent combiner tout. Donc la charge mentale qu'elles doivent avoir, c'est plus que comment, impressionnant. Moi je trouve que pour ce genre de personnes, ce genre de sportives, elles ont le mérite de faire ça pour allez, je veux dire 50% de passion et non, même 60% de passion et 40% de salaire au final, parce qu'elles ne peuvent pas en vivre alors qu'on atteint le niveau professionnel ici, quoi. Et les mêmes investissements les mêmes investissements mentaux, voilà. physiques. Ouais, tout à fait. Et on n'est pas tendre avec elles, hein. Pour avoir des résultats, il faut aussi leur rentrer dedans. Et on a les mêmes déplacements que les hommes. Si on doit jouer Zulte Waregem, où on doit aller jusqu'à Zulte Waregem, c'est le même déplacement que les hommes vont faire même si Zulte Waregem est en D1B chez les hommes. Mais voilà, sinon il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais je pense qu'il faut surtout arrêter de comparer les hommes et les femmes dans le football. Il faut s'intéresser au football féminin et prendre du plaisir à voir les matchs différemment, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin de saison, afin de conclure la vidéo? Que de la réussite et surtout des bonnes playoffs. Des bons playoffs Okay. Vous avez des playoffs, c'est ça? C'est quoi? C'est à la fin de la saison, ouais, c'est ça? C'est ça. Des bons playoffs et on a encore notre carte à jouer en Coupe de Belgique, là où on est en quart de finale. Donc je pense que ça, ce serait la quart de finale, ok. Là, on est en quart de finale, on joue contre une équipe de notre championnat. Donc vous êtes arrivé tard dans la compétition, du coup, vu que vous êtes un club professionnel? Un petit peu plus tard, ouais, 2 tours plus tard. Ok. 2 ou 3 peut-être, ouais. 3 tours plus tard, mais bon, voilà, on a passé 2 tours. Maintenant, on est en quart de finale et on doit... On espère atteindre plus que ça. Hein. Ouais, il faut qu'on réussisse notre saison sur ce championnat-là. Donc, est-ce qu'il y a de vos côtés des petits objectifs personnels ou on est vraiment dans un groupe? Enfin, on est vraiment dans l'objectif ensemble, enfin, d'atteindre les choses ensemble. Non, c'est ensemble. C'est ensemble. Il n'y a pas... Non, il y a pas d'individualité et je trouve qu'on en trouve moins dans le foot féminin, justement, si on peut revenir là-dessus. Ok. Mais ça se sent en tout cas. Sans qu'il y a un groupe, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas une joueuse où voilà, c'est un groupe qui fera, on gagnera ensemble, quoi. Disons que nous, on ne peut pas se dire ouais, de toute façon, je touche 50 000 € par semaine, si ça s'arrête ici, je m'en fous, j'ai assez de côté. Non, nous on donne tous ensemble et on peut pas se permettre d'arrêter. C'est pas possible, on doit continuer, ça sera jusqu'au bout et ensemble, quoi. On a voulu se faire plaisir quand même, on s'est dit, tu viens pas en Belgique juste pour faire le figurant? Oh, il y a un sifflet. Ah non, il y a des marqueurs noirs. Ah mais ça c'était pour je vais laisser les marqueurs. Le gars est insupportable. Ouais. Oh là là, alors, le beau maillot de Charleroi, mais non, je vois des dédicaces dessus. Donc on va ouvrir, et donc c'est le beau maillot de l'équipe avec dédicacé par toute l'équipe féminine. Exact. C'est magnifique. Une belle partie, ouais. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ça me tenait vraiment à cœur en tout cas de faire un format sur le foot féminin parce que et sur l'arbitrage féminin. On parle beaucoup du foot féminin mais pas souvent positivement. Donc voilà, je suis très content de vous avoir eu. Merci de m'avoir accueilli. C'est la première fois qu'on fait ce format dans un club professionnel et j'espère que ça ne sera pas le dernier. On va faire le youtubeur. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Peut-être qu'il y aura un format sur Spotify. Je sais pas, je commence à y réfléchir parce que c'est vrai que c'est un format podcast de tout vous laisser si vous voulez tout écouter. On se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine.